Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne de ce mardi 27 octobre. Au sommaire aujourd'hui en plateau, deux invités tout droit venus du GOL. Tout d'abord Mallory Moret-Beauchâtet, médecin-chef co-responsable du service de médecine et des soins intensifs, accompagné d'Olivier Cochereau, directeur des soins pour le GOL. On en saura plus évidemment sur la situation sanitaire et leurs recommandations. En sport, immersion au cœur du métier d'agent de foot avec le Nyonnais Lorenzo Falbo, juste ici à l'image. Ensuite, en culture, on passe à table avec le collectif Glare et leur spectacle On s'en ira à voir les 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière à Nyon. Alors que les hôpitaux valaisans se disent débordés et que les HUG appellent du personnel en renfort, quelle est la situation à l'hôpital de Nyon? On en parle avec nos deux invités, Dr Mallory Moret-Beauchâtet, médecin-chef, co-responsable du service de médecine de l'hôpital de Nyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Olivier Cochereau, directeur des soins à l'hôpital de Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer la discussion toujours comme d'habitude. Quelle est la situation à l'hôpital de Nyon? La situation est assez stable, en tout cas stabilisée à l'hôpital de Nyon. C'est vrai qu'elle est quand même préoccupante pour la suite. On voit que l'évolution s'accélère effectivement très vite. On avait la semaine dernière à peu près 8 cas de patients et en 10 jours on est arrivé déjà à presque 20 cas. Donc c'est vrai que ça évolue très très vite, mais elle est stabilisée en termes de nombre de patients en tout cas. J'aimerais qu'on regarde un petit peu ces chiffres à l'écran et qu'on s'y attarde. C'est des chiffres que vous nous avez envoyés hier, donc ça a un petit peu déjà évolué, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si on compare par rapport à mars, est-ce que ces chiffres ils restent dans la norme ou est-ce que la situation elle est hors contrôle comme on l'entend? Alors la situation n'est pas hors contrôle. Ce qui change un petit peu aujourd'hui, c'est que ces chiffres ne sont pas énormes, puisqu'on allait jusqu'à presque 42 patients hospitalisés lors de la première vague. Donc aujourd'hui, ça c'est évidemment maîtrisé. Maintenant, le GOL, il a plusieurs difficultés. Ça veut dire qu'on doit accueillir le plus de patients Covid possible, évidemment. On doit aussi garder notre activité pour tout ce qui est patients chroniques et puis opérations. C'est extrêmement important aussi pour répondre à la population. Et puis on doit surtout maintenir évidemment la motivation de nos collaborateurs et puis toutes ces quarantaines qui ont lieu par rapport à tout le personnel du GOL. Et là, on voit aussi un chiffre qui peut paraître aussi un peu inquiétant, nombre de collaborateurs en quarantaine, 20 personnes. Exactement, ça correspond à peu près à 2%, donc c'est pas énorme, à 2% de nos collaborateurs, c'est pas énorme, mais la semaine dernière, on en avait 1%, on est monté à 10 jours, et on voit que ça va s'accélérer, et ça, c'est très inquiétant. Mais comment est-ce qu'on l'explique? Ça veut dire que les gens font peut-être moins attention, que les gestes barrières ne sont pas si importants que ça, pas si efficaces, ou comment est-ce qu'on l'explique? Alors, pas du tout. À la première vague, tout le monde était confiné. Alors évidemment, on n'avait pas de raison d'attraper ce virus. Aujourd'hui, on revit à l'extérieur, donc c'est là où on l'attrape. Et on le voit dans nos 20 collaborateurs, c'est que des personnes qui l'ont attrapé à l'extérieur. On n'attrape pas le virus à l'intérieur de l'hôpital parce que justement, on utilise les barrières, les gestes barrières. Docteur Mallory Moret-Beauchâtet, aujourd'hui, quel est le protocole qui est appliqué aux patients Covid au sein de l'hôpital? Alors c'est un protocole habituel dans le sens où cette maladie, la Covid-19, s'exprime de façon très différente. Elle peut être un rhume, comme on l'entend souvent. Elle peut être une bonne grippe avec une pneumonie. Ça, c'est la majorité de nos patients hospitalisés. Et puis ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la RDS. Donc c'est un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë qui nécessite une prise en charge bien plus spécifique. Et c'est là qu'on prend en charge nos patients aux soins intensifs. C'est une minorité des patients, encore une fois, une très faible minorité, mais ces patients nécessitent beaucoup de soins avec beaucoup de moyens et restent très longtemps aux soins intensifs. C'est ce qu'on a vu pendant la première vague. Donc les protocoles qui sont appliqués, c'est ceux qui sont recommandés par la Société suisse de médecine intensive, par la Société suisse d'infectiologie. On n'a pas de traitement miracle, vous le savez bien tous. On n'a rien à proposer qui soigne la maladie comme ça. C'est un virus. Donc en fait, nous, on fait du support par l'oxygène et puis ensuite par des mesures plus compliqué pour les patients qui sont aux soins intensifs. Mais j'imagine que vous avez quand même tiré des expériences de cette première vague. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manières différentes de faire peut-être? Alors ce qui est différent, c'est l'expérience qu'on a acquise pendant ces 6-8 semaines très difficiles au mois d'avril. Ça veut dire que les équipes sont rodées. Elles ont eu beaucoup de patients qui avaient la même pathologie pendant plusieurs jours. Donc on a acquis des réflexes, des meilleures prises en charge. Par contre,
En ce qui concerne la prise en charge de la maladie elle-même, c'est la même depuis les années 60. Donc il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de nouveau. On sait faire. Ce qui était nouveau, c'était le nombre de patients qui étaient là au même moment avec la même maladie. Maintenant, c'est clair que pour des questions techniques, logistiques, les équipes sont rodées parce qu'elles ont eu l'occasion de s'y frotter. Aujourd'hui, est-ce que le profil des patients, c'est le même que celui qu'en mars? Oui. C'est le même. C'est-à-dire que ce que j'interprète moi-même, parce qu'on n'a pas assez de recul bien sûr pour avoir des observations précises et rigoureuses, mais ce qu'on a eu l'impression, c'est qu'au mois de mars, tout le monde s'est infecté, donc également la partie âgée et polymorbide de la population, c'est-à-dire les patients obèses, les patients qui avaient déjà des maladies chroniques, l'hypertension, etc., le diabète. Pendant la reprise des activités normales, c'est surtout les patients jeunes qui ont été infectés parce que c'était l'été, la vie sociale a repris et c'est ces patients-là qui sont infectés. Et maintenant que ces patients ont malheureusement contaminé un petit peu toutes les autres patients de la population, on revoit à l'hôpital des patients âgés, des patients qui ont des comorbidités et c'est eux finalement qui sont hospitalisés et ce sont eux aussi qui sont malheureusement les plus graves à l'hôpital. Alors on vous entend, vous avez un discours qui est plutôt rassurant même si vous êtes inquiet pour l'avenir, je parle sous votre contrôle donc n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise. On entend un peu tout et n'importe quoi à l'extérieur, on voit que certains hôpitaux sont inquiets aussi, qu'il leur manque du personnel. Aujourd'hui, cette situation, vous comment la vivez? Est-ce qu'il manque des lits d'hôpital? Est-ce que le personnel va bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors des lits, on en a aujourd'hui. Maintenant c'est sûr qu'il faut que la coordination entre le canton, dans le canton, elle se fasse de manière assez fluide, parce qu'on va avoir besoin les uns et les autres à certains moments. Maintenant ce qui est plus inquiétant, c'est par rapport au personnel encore une fois, c'est qu'on voit évidemment que ce personnel est en quarantaine et qu'on va avoir du mal à en recruter ailleurs puisque en France ils ont fait un plan blanc et donc ils vont réquisitionner aussi leur personnel. Ici chez nous il y a des institutions universitaires qui ont déjà réquisitionné beaucoup de personnel, des agences et puis de l'extérieur, donc c'est vrai que ça nous inquiète pour répondre à cette deuxième vague. Mais est-ce qu'il vous manque du matériel, des lits? Pas du tout, il nous manque ni lit ni matériel aujourd'hui. Parce que vous avez cité l'exemple de la France, justement, on pourrait parler d'une stratégie de reconfinement, un couvre-feu, masque obligatoire en extérieur. Est-ce que ça, c'est des solutions qui pourraient vous soulager peut-être à l'hôpital de Nyon? Ça pourrait effectivement nous soulager. Aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, je crois qu'il doit être important au niveau de la population, plus que dans les institutions. Dans les institutions, on voit que pour l'instant, c'est assez maîtrisé, et qu'il y a une coordination qui se met en place, mais effectivement, dans la population, il faudrait... Alors, on verra si Alain Berset nous le propose demain, mais peut-être faire des couvre-feux. Alors je sais que c'est toujours un peu embêtant, notamment pour l'économie, mais c'est vrai que pour nous, c'est des choses qui pourraient nous aider. Oui. Un couvre-feu, ça vous soulagerait, oui. Docteur, je crois que vous voulez prendre la parole, mais j'aimerais revenir aussi sur la grippe, n'hésitez pas à y revenir après, parce qu'on parlait de la grippe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les gens ont tendance à se faire vacciner aussi pour se soulager un peu ou plutôt se rassurer. Est-ce que c'est le bon moyen ? Alors il faut se faire vacciner, ça c'est toujours le bon moyen, 2020 ou pas 2020. Je peux que vraiment porter ce message, être favorable à la vaccination de la grippe. C'est d'autant plus important évidemment cet hiver parce qu'il ne faut pas qu'on rajoute en plus ces patients à ceux qui seront déjà là. Donc vraiment ça c'est un message important à faire passer à la population. S'ils hésitaient l'année passée, il ne faut plus hésiter cette année et aller se faire vacciner. Encore plus les patients qui sont fragiles, âgés ou qui ont des comorbidités. Donc il est encore temps. Il le faut, c'est maintenant le bon moment et jusqu'à fin janvier, parfois même mi-février, on peut encore se faire vacciner et ça vaut la peine, ça dépendra à quel moment le pic de grippe interviendra. Peut-être cette année il sera moins important que d'habitude au vu des gestes barrières qui seront appliqués par la population. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Alors justement, ce que je voulais rajouter peut-être à ce que dit Olivier tout à l'heure et ce qui est important que peut-être la population comprenne, c'est que par rapport à mars où il y avait un confinement, où on a vu nous plus aucun patient non Covid à l'hôpital de Nyon, pour nous c'est important que la population sache qu'il ne faut pas qu'elle reste malade à la maison, qu'il faut qu'elle consulte et qu'il faut qu'on puisse prendre en charge ces patients. Et maintenant c'est ça la difficulté à l'hôpital de Nyon, dans un hôpital régional avec une structure qui est limitée, qu'on puisse prendre en charge aussi bien les patients Covid qui en ont besoin, mais aussi les autres, les AVC, les infarctus, les grippes, les pneumonies, et que les gens n'aient pas peur de venir consulter parce que nous,
on travaille pour pouvoir les accueillir aussi bien que les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça la différence avec Mars, et c'est avec ça qu'on doit jouer. Et la suite, elle va se jouer là-dedans aussi. Il ne faut pas qu'on laisse ces patients au bord de la route, parce qu'ils vont revenir à un moment donné, et ils vont revenir plus malades et surcharger encore plus les hôpitaux, peut-être en janvier où ce sera toujours pas terminé cette deuxième vague. Donc c'est ça surtout qui nous anime aujourd'hui, qu'on puisse accueillir vraiment la population dans des bonnes conditions, et ça change un tout petit peu de la situation de mars, et c'est peut-être ça qu'on aura pris en mars, c'est que tous ces patients qui ne sont pas venus, on les a récupérés cet été. On a beaucoup travaillé dans le service de médecine cet été avec des patients qui sont inhabituellement pas là pendant l'été, et ça c'est quand même des dégâts collatéraux de ce qui s'est passé en mars, et c'est ce qu'on veut éviter cette fois-ci, en appelant la population à ne pas hésiter à consulter leur médecin et l'hôpital s'il le faut. Donc si je résume, et je vous donnerai le mot de la fin, Olivier Cochereau, on pourrait dire donc évidemment les gestes barrières sont toujours importants, peut-être un coup d'appel à la Confédération, un couvre-feu pourrait vous aider, inquiet pour la suite, mais quand même c'est important de réagir maintenant. Exactement, il faudrait vraiment réagir maintenant, il faut vraiment que la population comprenne que c'est important, effectivement, tous ces gestes barrières, on le voit, même nous, on n'a pas de masque, mais on se situe à évidemment 1,50 m l'un de l'autre, et ces gestes vont permettre de ne pas retrouver tous ces patients qui seront infectés à l'hôpital, et de nous aider, effectivement, comme le disait la docteuresse Moret-Beauchâtet, et ça c'est extrêmement important, de retrouver les patients autres, et surtout qui reviennent dans notre hôpital. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Courage à tout le personnel à l'hôpital de Nyon. À très bientôt. Merci. Aujourd'hui, on s'intéresse à la profession d'agent de joueur de football en compagnie de Lorenzo Falbo. Bonjour Lorenzo, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Vous êtes le directeur de Sport Management, une agence de représentation de joueurs basée notamment à Nyon, et vous êtes vous-même agent de joueurs. Le marché des transferts estivales, il a été bouleversé par la pandémie, il s'est terminé il y a peu. Alors, est-ce que c'était particulier cet été? Oui, alors effectivement, particulier, c'est le mot, ne serait-ce que par les conditions, évidemment, de voyage ou de sortie de Suisse ou de rentrée en Suisse pour l'étranger qui était très compliqué. Du fait que le mercato était totalement décalé. On est sur un mercato qui a fini finalement il y a peu de temps en Suisse, le 12 octobre, le 5 octobre en Europe. Donc oui, c'était un mercato très particulier. Est-ce qu'on a senti financièrement les clubs qui étaient un petit peu en difficulté aussi? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Tous les clubs ont fait attention à leur recrutement, ont surtout vendu ou en tout cas essayé de se séparer de certains joueurs avant de recruter d'autres. Oui, je pense que oui, on est sur une année très compliquée pour tout le monde. Alors, beaucoup pensent savoir ce que c'est que le métier d'agent de joueur. Vous, en une phrase, comment est-ce que vous le définiriez? Alors, j'ai tendance à dire, c'est des 3 mots que j'utilise dans une formation que je donne d'ailleurs à Lausanne. C'est mes 3 P, en fait. C'est passion, patience et persévérance. Je dirais que c'est les 3 mots qui résument ce métier-là, en fait. C'est un métier qu'on fait par passion d'abord. Beaucoup de patience, énormément de patience et de la persévérance pour y arriver parce que ça prend énormément de temps. Donc après, il faut des compétences. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'inventer agent de joueur. Et le but justement de l'agent de joueur, c'est pas seulement de faire de l'argent, bien au contraire. C'est pas vous qui allez me le dire. Non, alors non, c'est vraiment d'accompagner, déjà en premier lieu, d'accompagner un joueur. Et puis le but d'un agent, finalement, c'est d'arriver à trouver un joueur intéressant, jeune, finalement, et de l'emmener jusqu'au plus haut niveau. Je crois qu'au-delà de l'argent que ça peut rapporter, il y a une notion de passion et de plaisir qui fait que c'est des challenges, en fait, à chaque fois. Et vous pratiquez ce métier avec notamment pas mal de joueurs suisses. Vous êtes l'agent de combien de joueurs? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a une douzaine de joueurs pros et une douzaine de joueurs en formation, qui sont dans les grands clubs suisses en formation. Ça veut dire quoi en formation? À quel niveau? Alors, formation dans des clubs comme Servette, comme Saint-Max, comme Bâle, comme Lausanne, donc dans les centres de formation, en général entre M16, M18, M21, donc normalement de futurs joueurs qui se destinent au monde professionnel. Évidemment, c'est compliqué puisque beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais on essaie de les accompagner au mieux. Puis notre but, c'est les emmener au monde professionnel. Ici, on se pose la question aussi de la Promotion League, qui est le niveau du FC Stade Nyonnais. Des joueurs comme Idriss Bega, Adler da Silva, ils ont des agents, eux, en Promotion League à ce niveau-là? Alors, ils ont certainement des agents. Je ne les connais pas
personnellement, enfin je connais les joueurs, hein, je les ai vus jouer évidemment. Oui, en Promotion League, il y a aussi des agents. J'ai eu des joueurs en Promotion League. En ce moment, j'en ai pas effectivement au Stade Lyonnais, mais j'en ai eu au Stade Lyonnais aussi. Voilà. Donc oui, il y a des agents à ce niveau-là, et c'est des joueurs, les deux joueurs dont vous citez le nom, qui sont des joueurs qui ont un potentiel. Adair Da Silva, on le connaît peut-être un peu plus puisqu'il est déjà passé par Servette, par Grasshopper. Il a déjà, pour son jeune âge, pas mal de clubs derrière lui, mais gros talent. Et puis Idriss Bega aussi, gros talent, grosse qualité de joueur. Oui, c'est des joueurs qui sont entre le monde amateur et le monde professionnel en fait en ce moment, et qui peuvent à tout moment finalement faire le pas. À vous entendre, hein, on sent que vous connaissez très bien le football suisse. Vous connaissez aussi très bien le football international, puisque vous possédez, si on peut dire comme ça, aussi quelques joueurs colombiens, dont un notamment, c'est votre joueur phare, Johan Mojica. Comment est-ce que ça s'est fait, cette collaboration avec les joueurs de Colombie? Alors bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le marché colombien, donc j'étais un des précurseurs au niveau du marché colombien. J'ai d'ailleurs eu, avant Mojica, Alvaro Dominguez, qui a joué très longtemps au FC Sion. Si vous vous rappelez, peut-être dans les années 2008 à 2012, qui était un des premiers Colombiens, en tout cas en Suisse, et un des premiers de la nouvelle vague colombienne en Europe, des Falcao, Rames, Guarin. Voilà, donc avec Mojica, simplement, j'ai un bureau en Colombie. On a été appelé pour visionner des joueurs dans un endroit très reculé de la Colombie. Et puis, on est tombé sur ce jeune garçon à l'époque de 18 ans qui était incroyable, et avec qui on a décidé de commencer un processus, et puis ce processus nous a emmené jusqu'à une Coupe du Monde en 2018 avec la Colombie titulaire, et puis aujourd'hui à l'Atalanta en Champions League, quoi. Donc c'est vrai que c'est presque le parcours qu'on cherche tous quand on a un joueur, d'arriver à l'emmener à faire une Coupe du Monde, ce qui est magnifique pour le joueur et pour l'agent, parce que j'étais présent en Russie et c'est des moments incroyables à vivre. Et puis aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que la semaine passée, quand il y a eu l'hymne de la Champions League et que je l'ai vu alors sur le banc, malheureusement il n'est pas rentré, j'ai eu une petite larme qui a coulé, parce qu'il y a une passion qui est là-dedans, quoi. Et c'est là vraiment qu'on voit qu'il n'y a pas que l'aspect financier, c'est vraiment un accompagnement de joueurs. Comment est-ce que ça se passe? Parce que ça commence dès le plus jeune âge, hein. Entre 12 et 16 ans, il y a des conseils tout d'abord, et ensuite on commence à se lier à un agent. Vous, comment est-ce que vous procédez avec les jeunes? Alors, vous l'avez très bien dit, je pense qu'entre 12 et 16 ans, alors nous, on n'intervient pas si ce n'est pour donner des conseils aux parents. Voilà. Aujourd'hui, entre 12 et 16 ans, volontiers, j'aide des parents en les conseillant et en essayant de faire peut-être aussi des fois un pare-feu. Quand je dis un pare-feu, c'est éviter qu'il y ait 15 agents qui viennent perturber le garçon, parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai commencé dans un temps où n'existait pas ni Instagram ni tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a ces réseaux sociaux, et les pseudo-agents ou les agents que j'appellerais un peu pas professionnels contactent les jeunes joueurs par Instagram. Donc, le but entre 12 et 16 ans, c'est vraiment du conseil. C'est pas un agent. Et entre 16 et je dirais le premier vrai contrat pro, c'est aussi du conseil aux joueurs et aux parents. Ensuite, voilà, le joueur, vous le possédez. Comment ça se passe pour gérer sa carrière? Est-ce que vous recevez des offres de clubs, ou est-ce que c'est vous qui allez toquer à la porte des clubs? Non, je dirais qu'alors, il y a plusieurs cas de figure, c'est évident, mais pour les jeunes joueurs, je suis un fervent, et je leur dis à chaque fois, pour moi, un jeune joueur doit être formé en Suisse, doit arriver à jouer en équipe première, faire un nombre de matchs entre 60 et 80 matchs en Super League suisse pour partir à l'étranger. J'ai jamais envoyé un jeune à l'étranger comme ça se fait de plus en plus, parce que pour moi, c'est pas productif. Donc voilà, donc je dirais que non, on cherche pas de club pour les jeunes, on essaie de travailler en collaboration avec leur club formateur, puis par la suite, évidemment, on a un réseau, donc on a un carnet d'adresses qui fait qu'en général, notre réseau, les clubs nous connaissent, savent qu'on gère tel joueur, et c'est souvent les clubs qui viennent vers nous en nous disant, voilà, tiens, on a un intérêt pour ce joueur-là. Je prends l'exemple de Nouma Lavanchi, par exemple, à Lugano, qui était à Grasshopper. Lugano m'a approché pour le faire venir, et on a fait un transfert. Le même pour Steve Brouillet, qui lui était à Lugano. On était approché, il était en Super League à l'époque, on était approché par le Servette, par l'entraîneur et par des dirigeants, en nous présentant un projet en Challenge League, mais avec un projet d'aller en Super League. Et voilà. Donc, je dirais qu'à chaque fois, c'est plutôt le club, souvent, qui nous contacte. Financièrement, combien est-ce que ça gagne un agent de joueur? En vous entendant, on voit qu'on peut vivre du football en tant que joueur, mais aussi en tant qu'agent. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en Suisse, exclusivement en Suisse, c'est très difficile d'en vivre. Pour être honnête, c'est compliqué. Il y a peu de moyens en Suisse, donc il y a peu finalement de commissions. Le seul moyen peut-être d'en vivre, c'est justement d'avoir des joueurs à l'étranger, je pense, finalement en Suisse, puis avoir des activités annexes. Je dirais, nous on essaye de
on n'a pas que le management, on s'occupe d'autres domaines. Je donne des cours, je fais de la formation, que ce soit d'agent ou de management. J'ai plusieurs activités qui permettent d'avoir des revenus, parce que c'est évident que le métier d'agent est aussi un métier très compliqué puisqu'on est finalement soumis à des commissions. Donc, il n'y a aucun fixe, il n'y a jamais de fixe. Expliquez-nous finalement ces commissions, parce que c'est peut-être de là que vient votre salaire. Hein. C'est une partie du salaire du joueur. Alors, salaire, je dirais, jusqu'à avoir un salaire, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de frais. Évidemment, on est dans un métier où il y a énormément de frais, que ce soit des frais de voyage, de représentation, etc. C'est vraiment, il y a beaucoup de frais. Et puis finalement, oui, l'agent gagne qu'un pourcentage finalement sur le salaire du joueur. C'est à peu près ça, une moyenne de 5%. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup Lorenzo Falbo de nous avoir expliqué et fait connaître ce monde de l'agent du joueur. Merci beaucoup. Un grand plaisir, merci à vous. Une pièce inspirée par des enregistrements effectués au fil du temps et au cours de plusieurs repas partagés en commun avec des inconnus. C'est le spectacle intitulé « On s'en ira » par le collectif Clar, programmé par l'usine à gaz les 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Loïc Lemanac, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Chloé Lombard, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette pièce, comment est-ce qu'elle est née finalement? Elle est née, elle aussi, autour d'un repas. Dans une table. Comme c'est une table, voilà, qu'on partageait donc les 4, puisqu'au début nous étions 4. Et on avait déjà travaillé ensemble à l'école, donc la manufacture, dans laquelle on était dans la même promo. Et on avait envie de se lancer sur un nouveau projet. Et on était autour de cette table et on s'est dit, mais en fait, le repas, tout ce que ça raconte, tout ce qui se dit autour d'une table, ça nous plaît. Et on a envie de se lancer là-dedans. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passait? Vous preniez rendez-vous avec des inconnus et puis là vous mangiez quoi? Enfin c'est quoi les consignes? Alors donc les consignes étaient claires, c'est que donc ils nous invitaient chez eux, nous on arrivait avec le dessert et les boissons et c'est puis bon plan, hein. Voilà c'est ça exactement, et après du coup eux s'occupaient du reste et puis donc ce qui était assez fou c'est qu'en fait une fois qu'on arrivait chez les gens on voyait aussi à quel point partager un repas c'est aussi rentrer dans l'intimité du foyer et puis un petit peu les règles qu'il y a entre les personnes et vraiment d'un repas sur l'autre, et ça changeait beaucoup. Et donc à partir de ces enregistrements, on a créé le spectacle aussi. Et donc ça, on est parti du particulier, mais après c'est quelque chose d'un petit peu universel aussi, avec la gêne de quand on arrive chez des gens qu'on connaît pas trop, la visite de la maison. Enfin, on a repris un petit peu les épisodes qui revenaient souvent dans les enregistrements. Ouais, il y a presque un travail ethnographique là derrière. Oui, il y a un travail ethnographique et puis il y a aussi un travail de réécriture qui ensuite va vers de la dramaturgie, comme disait Loïc, partir des petites histoires, de la micro-histoire pour ensuite en faire une grande histoire qui peut parler à tout le monde et pas juste aux personnes chez qui on est allé manger, mais bien sûr que ça part d'eux et bien sûr que ça part du réel. Les thèmes de discussion émergeaient de la part des personnes chez lesquelles vous étiez invités, c'est ça? Oui, alors après, bien sûr, c'était toujours dans la conversation, mais effectivement, comme dit Loïc, quand on est invité chez des gens, on est aussi invité chez eux, donc on rentre dans leur intimité, on découvre des souvenirs posés sur une commode ou juste une façon de cuisiner un repas. Ça peut aussi en dire long sur la vie des gens chez qui on était. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, finalement, en fait, qui nous partagent leurs frustrations, leurs rêves. Et puis, à partir de là aussi, enfin, de références dont on a pu parler, dont il a été question pendant les repas. Et on s'est servi de ça aussi pour partir vraiment complètement ailleurs. Par exemple, un repas, il était souvent question de la mer. Et du coup, dans le spectacle, on part vraiment dans la mer avec Moby Dick de Herman Melville, enfin des choses comme ça, enfin des références qui ont été glanées pendant les repas. On les utilise dans le spectacle pour partir complètement ailleurs à partir de la table où on partage juste un repas ensemble. Quoi. Alors je vous propose pas qu'on parte à la mer, mais qu'on parte sur scène pour découvrir quelques images. On s'en ira. Mais c'est parce qu'il y avait un cœur sur la cheminée qu'elle a acheté la maison. On a même fait reproduire sur le portail. Ah, le blason! C'est devenu le blason de la maison. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu cucu, hein. Ah, mais bon, voilà. Si, mais bon. Voilà, c'est ce qui nous a fait craquer. Et puis de toute façon, il a été arraché par la tempête.
La template. Donc si vous avez des vestes, hein, le truc c'est qu'on met tout là. Ok. Ah ok, super. Oui voilà, ouais. Oui, on a une mini tempête hein, qui nous a arraché le portail. Pourtant je comprends pas, hein, c'était du solide. Voilà. On avait mis 4 vis. Ah oui, ok. Et donc en fait ici vous êtes en train d'installer les étagères pour les livres, pour les livres, hein, c'est ça? Oui voilà, c'est ça, oui. Ouais. Là-bas au fond on a fabriqué les étagères pour tous les livres en anglais, tu vois. Ah oui, alors là en anglais. Et là on fait les étagères et les bibliothèques pour tous les livres en français. Ah, en français, voilà, ok, d'accord. S'il te plaît. Merci, pardon. Et là on retombe dans le salon. Ah, et c'est votre chambre en même temps alors? Non, alors c'est l'atelier, voilà. C'est là qu'on bosse. Voilà, donc ici il y a son petit espace, tu vois, pour tous ses dessins. Ah, ça, et moi j'ai mon petit coin, là. Ordinateur, voilà. Alors Chloé, on vient de voir ces quelques images, vous nous disiez qu'il y avait un travail d'écriture, de dramaturgie aussi. Quel a été du coup le fil rouge qui s'est dessiné de tout ça? Bon, on a en fait quand même gardé la dramaturgie du repas, on va dire, donc c'est-à-dire l'arrivée chez les gens, l'apéritif, le repas, le digestif, et puis les conversations qui peuvent continuer souvent tard dans la soirée, parce que ça a souvent été le cas. On a souvent passé beaucoup de temps en fait chez les gens. Donc la dramaturgie principale en fait reste celle-là, reste celle du repas. Est-ce que certains sont devenus des amis? Oui, je crois qu'on peut dire que oui, en fait. Bah ouais. Et puis bon, après, c'est aussi... en fait, ces enregistrements, on les a entendus tellement que, à force de les... Enfin, c'était juste un repas, mais finalement, c'est devenu tellement important. On a gardé un contact tellement intime, en fait, avec ces enregistrements qu'on n'a pas juste partagé un repas, on a passé beaucoup de temps à réécouter tous ces enregistrements. Donc et le fait de revoir ces images, vous souriez, on vous sent bien. J'ai l'impression que ça fait du bien aussi, surtout en ce temps de convivialité. Le spectacle continue à être joué, mais comment vous le vivez dans cette période un peu particulière? Alors nous, en fait, on a un peu un historique par rapport à ça, parce qu'on devait jouer le spectacle en mars, au moment justement où il y a eu le confinement, et on a été arrêté à 10 jours de la première. Et donc du coup là, on a repris le spectacle pour le terminer en fait au mois de septembre. Donc on a déjà eu un petit peu la réaction de ce que ça pouvait faire. Donc là, c'est en même temps, il y a quelque chose où, vu que ça parle beaucoup de convivialité, c'est important aussi de jouer ce spectacle-là qui est aussi léger, je pense qu'il fait du bien et qui fait sourire et qui rappelle un petit peu des souvenirs de quand on pouvait se retrouver tous à table. Est-ce qu'on peut se dire que dans les discussions, on se dit justement c'est des discussions qu'aujourd'hui on n'aurait plus parce qu'aujourd'hui à table finalement on parle tous du Covid? Je pense qu'on les aurait en tout cas différemment et aussi dans les gestes qu'on peut avoir à table, il y a des embrassades dans le spectacle, on boit dans les mêmes verres, tout ça aujourd'hui ce serait un peu plus difficile, mais justement c'est en fait important de pouvoir représenter ça encore et espérer qu'on puisse bientôt y revenir. Et surtout le revivre. Chloé Lombard, Loïc Lemanac, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la maison. Donc retenez ces deux dates, le 29 et 30 octobre à la salle de la Colombière à Nyon. Merci. Merci. C'est tout pour cette quotidienne du 27 octobre. Excellente soirée et bonne suite au programme sur Nyon Région Télévision.